Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les voiliers, que ce soit en course ou en croisière, ne vont pas toujours tout droit? Aujourd'hui, on va parler de météo, d'état de la mer et de comment on prend des décisions sur notre trajectoire. Donc déjà, une des choses à regarder pour faire une route, pour avoir déjà une idée générale avant de se faire un routage, c'est de regarder les cartes de frontologie. Pour moi, c'est super important. Et ça va vous donner déjà pas mal d'informations sur le plan d'eau, sur ce qui va arriver. Et notamment, alors là, par exemple, on est au samedi 9 mars. On peut voir ici un fond, ce qu'on appelle un fond occluant. Vous avez les arcs de cercle et les pointes dans le même sens. Là, vous avez un fond chaud. Les arcs de cercle, il n'y a que des arcs de cercle. Et là, par ici, vous avez un fond froid avec que des pointes. Ici, vous avez un fond stationnaire, donc il ne bouge plus. Et vous pouvez le reconnaître, en fait, son symbole, c'est une petite pointe la pointe d'un côté et l'arc de cercle de l'autre. Voilà. Donc un fond stationnaire, c'est un fond qui ne bouge plus, ou très peu. Un fond occluant, en fait, c'est un fond qui est en train de mourir. C'est l'air chaud, puisque là, le fond chaud, c'est de l'air chaud, le fond froid, c'est de l'air froid. Jusqu'à là, maintenant, je pense que vous avez... c'est pas trop compliqué. Bah, en fait, toute la vie d'une dépression, c'est le fond froid qui rattrape le fond chaud. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, l'air froid, emmène l'air chaud vers le haut. Je simplifie un petit peu, hein, mais en gros, c'est ça. En gros, l'air froid envoie l'air chaud vers le haut. Et en fait, quand il n'y a plus d'air chaud qui, entre guillemets, touche le sol, bah, la dépression n'est plus alimentée. Et donc, la dépression meurt. Puisque aussi, sur ces cartes-là, ce qu'on voit, c'est les centres d'action. A pour anticyclone, D pour dépression. Voilà. Ces infos sont très importantes pour déterminer certaines choses. Déjà, vous savez que si vous êtes dans un fond chaud, vous allez avoir un ciel assez bas et ce qu'on appelle des effets de site. Les effets de site, c'est les vents qui sont un peu qui sont influencés par la zone où vous naviguez. Par exemple, si vous avez des falaises, si vous avez un cap, si vous avez une baie, enfin plein de choses qui vont influencer le vent. Mais en fait, ces influences vont être plus fortes sous un front chaud parce que l'air va moins bouger, l'air va être un peu, entre guillemets, collé au sol par la couverture nuageuse. Il y a moins d'échange d'air entre le haut et le bas. Donc du coup, vous allez avoir un vent assez régulier. Par contre, un ciel très voilé avec de la pluie, enfin voilà, de la pluie régulière. Mais vous allez avoir des effets de site assez marqués, quoi. Sur un fond froid, ça va être l'inverse. Ça va être un vent qui va être plus irrégulier. Vous allez avoir ce qu'on appelle des grains, des rafales de vent qui vont être qui peuvent être des fois assez violentes. Et des effets de site un peu moins marqués. Puisque vous allez avoir en fait des nuages un peu bourgeonnants. Enfin, c'est l'arrière du front, mais vous allez quand même avoir des grains et tout. Enfin, c'est pas les vacances, quoi. C'est vraiment pas les vacances. Et le front occluant, bah en fait, le front occluant, vous allez avoir beaucoup de pluie. Mais parfois pas beaucoup de vent. C'est un peu compliqué. Les fronts occluants, c'est un peu compliqué. Et les fronts stationnaires, en fait, ça va dépendre de l'endroit où il se trouve. Là, sur une terre, en fait, il va mourir assez rapidement. Mais ça va vraiment dépendre de là où va se trouver le fond. Sur ces cartes-là, on a aussi une autre info très importante. C'est les isobars. Alors, les isobars, c'est les traits que vous voyez ici. Alors là, ils sont notés de 5 en 5. 1015, 1010, 1005, 1000... là on a 995, 990. Voilà, donc ils sont de 5 en 5. Donc là, 5 en 5, c'est plutôt pas mal. C'est quand même relativement fiable. On peut avoir des fois moins. Mais faut savoir un truc, c'est que plus les isobars sont rapprochés, plus il va y avoir de vent. Tout simplement. Faut imaginer en fait que c'est des collines. En fait, le vent va glisser vers l'intérieur, ou plutôt une vallée. Imaginez-vous une vallée, un creux. Là, ici, c'est un gros creux. Mais en fait, le vent va glisser vers le creux. Plus vous allez vous approcher, là, plus il va y avoir de vent. À part au milieu, où vous avez un espèce d'œil où il y a moins de vent. Donc, plus vous allez vous en approcher, plus il va y avoir de vent. L'anticyclone, ça va être l'inverse. L'anticyclone, c'est plutôt une montagne, entre guillemets. Je simplifie, hein. Mais en gros, l'anticyclone, c'est plutôt une montagne. C'est des hautes pressions. Et donc, plus vous allez vous approcher du centre, bah, moins le vent aura de force. Voilà.
Et donc voilà, les isobars, on voit très bien, hein, là sur la dépression. Ici sur la dépression que vous voyez là, qui est en dessous des 950. Alors sur ces cartes là, c'est dommage, il n'y a pas le... il nous marque pas. Je pense que la dépression doit être à 950 hectopascal. Des fois, il y a un petit numéro marqué à côté pour vraiment nous donner la pression au centre de la dépression. Mais là, je pense qu'on est autour des 990. Sachant que la limite entre la dépression et l'anticyclone, vous voyez les gros traits là, ça marque en fait la limite, c'est 1015. Voilà. Donc ici, on peut voir que les isobars sont assez rapprochés au centre de la dépression. Et après, on a une grosse zone sans isobars. C'est le centre de la dépression. Ici, vous n'avez pas de vent. Et là, l'anticyclone, bah, vous êtes là, vous avez encore un peu de pression. Vous avez encore des isobars à se rapprocher. Et plus on s'en approche, plus les isobars sont éloignés. Vous voyez, là, on gagne 5 de pression en une énorme distance, quoi. C'est énorme, là, la distance qu'il y a entre les deux. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment énorme. Là, c'est ce qu'on appelle l'anticyclone des Açores. Les Açores sont là. L'anticyclone est juste là. Et normalement, par ici, vous pouvez aussi avoir l'anticyclone des Bermudes. Et des fois, les deux se rejoignent et ça forme une barrière qui est très compliquée à passer quand vous remontez du sud. Et voilà. Voilà, en tout cas, pour la frontologie, ça vous donne, et les cartes isobariques, ça vous donne déjà une idée générale de la situation. On peut les faire évoluer, hein, d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, là, vous voyez un peu l'évolution, du coup. Alors, on essaye de regarder hein, sur des plus petites distances, mais là, je vous montre. Vous voyez, là, par exemple, il y a beaucoup de dépression. Mais, voilà, là, ici, on a une dépression stationnaire, donc qui a un peu en difficulté. Là, on a un début d'occluant. C'est en train d'occluer ici. Là, c'est stationnaire. Enfin, vous voyez, ça évolue. Et donc là, ça va déjà vous donner une idée générale des endroits où vous allez pouvoir aller et les endroits où vous n'allez pas pouvoir trop aller. Alors là, c'est marqué dépression parce que c'est à moins de 1015. Mais là, croyez-moi qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Là, c'est pas grand-chose. On est à la limite de l'anticyclonique, quoi. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà pour la frontologie. On passe maintenant à la suite sur comment on va désigner une route. Comment on va faire une route. Deuxième chose, qui est assez liée aussi hein, à ce qu'on a vu avant. On va regarder... Alors c'est toujours la même carte, c'est Météo Consult. C'est un très bon site internet pour avoir plein d'infos. On va regarder l'état de la mer. Parce que ça va être très différent si vous avez la mer de dos que si vous avez la mer de face. Et donc, plus, c'est assez simple, hein, plus c'est rouge, plus il y a de la mer. On va regarder déjà la mer totale hauteur max. Donc vous voyez là, on a du bon gros rouge. Généralement dans les dépressions, c'est pas beau à voir. Donc il faut mieux être ici. Par exemple, si vous faites une traversée entre ici et ici, il faut mettre ici ou là. Et pas être là ou là. Parce que là, vous allez avoir une mer compliquée à passer. Il faut mieux être là-dedans. Et là, après, vous voyez en l'Alizé, généralement, souvent, les vagues vont souvent dans ce sens-là. C'est assez normal. Là, on voit les hauteurs significatives. Mer totale et hauteur significative. Donc, on voit qu'on atteint un peu en dessous des 7 mètres. On atteint un petit peu en dessous des 7 mètres. Mer du vent et hauteur significative. Là, on voit que la mer du vent, 5 mètres. Donc, ce que vous aviez avant, c'était surtout là. C'est-à-dire que si vous voyez que la mer du vent est un peu moins forte que la mer totale, c'est que vous avez la houle. Et vous avez la houle et la mer du vent. Donc, la houle, c'est une mer qui est formée par du vent qui peut être très très loin d'ici. Et en fait, c'est une inertie en fait. Pour faire simple, c'est une inertie. Et la mer du vent, c'est la mer qui a été levée par le vent qui est à un endroit, à cet endroit-là, quoi. Et donc, si les deux s'ajoutent, c'est que généralement, ça va dans les mêmes sens. Ça va dans le même sens, quoi. Si les deux vagues s'ajoutent, en fait, si la hauteur s'ajoute, c'est que vous allez dans le même sens. Par contre, si vous avez les deux dans des sens opposés, ça peut donner des mers, ce qu'on appelle des mers pyramidales, et là, c'est l'enfer. Oui, mais il faut éviter d'y aller, quoi. Et donc voilà, ou l'auteur significatif. Voilà, la houle hauteur significative, vous voyez que ça pousse bien. Ici, ça pousse bien vers l'Europe. Et là, on doit avoir un vent qui a soufflé comme ça pour avoir du vent pour avoir de la houle comme ça.
Mais du coup, faut bien regarder ces cartes-là avant de choisir sa route. Parce que ça va vous donner l'idée d'où aller pour préserver votre bateau aussi. On va essayer d'éviter d'avoir de la mer de face parce que ça abîme beaucoup les bateaux. La mer de face, ça fatigue beaucoup la structure du bateau, donc on va éviter d'y aller. Donc il faut choisir en fonction de ça, en fonction de la hauteur des vagues. Après, si vous avez des grosses vagues mais que vous les avez de dos, c'est pas grave. Si vous les avez de face, c'est plus compliqué. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose à regarder, c'est la mer totale. Une autre chose à regarder, ce serait les risques d'orage. On l'a vu il y a pas longtemps, malheureusement, il y a un bateau qui a fait les frais de la foudre. Le bateau Sifrigo de Guillaume Pirouel qui a pris la foudre sur la traversée de l'Atlantique. Bah, il faut faire attention à ça. Et donc, il faut regarder où est-ce qu'il y a... Alors, des fois, ça peut tomber à un endroit et c'était pas prévu. Mais si on voit un risque d'orage, il faut essayer de voir si on peut l'éviter. Alors, pendant les tours du monde, c'est très compliqué à éviter. Voilà le poteau noir. Donc, c'est très compliqué à éviter. Mais sur une navigation côtière ou alors sur une navigation plus longue, si on a moyen de l'éviter, il faut essayer de l'éviter, quoi. Et en plus, dessous, vous pouvez aussi avoir des grains. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Un temps à grains, c'est un temps où vous allez vous prendre des grosses... Vous allez pouvoir potentiellement prendre des grosses rafales de vent. Donc, abîmer le bateau, parce que... Abîmer les voiles. Potentiellement, ouais, abîmer les voiles, hein. Parce que si vous êtes bien toilé, vous avez mis toute la toile, je sais pas, vous êtes grand voile haute, génois plein, enfin... Vous avez sorti toute la toile. D'un coup, il y a une grosse rafale de vent. Le bateau, bah, se couche, enfin, gîte fort. Et là, vous n'avez pas le temps de réduire et la voile se déchire. Bah, vous êtes dans la merde, quoi. Vous êtes dans la merde. Donc, ça, c'est un truc à regarder. Tout comme les cartes de nuages. Mais généralement, c'est assez lié. Mais si on regarde les cartes radar... Alors, malheureusement, j'y ai pas le droit parce qu'on est... Voilà. Les cartes radar, on va les regarder du coup sur la France. Parce que j'ai pas le droit d'avoir... C'est payant au large. Mais on peut regarder les cartes radar pour essayer de voir un petit peu les fronts qui... Enfin, les vents qui... Enfin, les nuages. Voilà. Les cartes radar vont vous donner les nuages et les précipitations. Et donc, bah, quand vous voyez ça, vous savez que dessous, des petites zones comme ça, ça peut vous amener des choses. Alors après, le mieux, c'est... Je vais vous montrer autre chose. Le mieux, c'est d'avoir ça. Parce que là, vous avez vraiment les nuages. Que vous en avez vu avant, surtout les précipitations. Là, vous avez vraiment les nuages. Donc là, vous allez pouvoir voir où est-ce qu'il y a des nuages. Il va y avoir donc, potentiellement des grains. Donc c'est super important cette carte. Cette carte-là, elle est vraiment très importante. Et donc, bah, vous pouvez voir l'évolution. Là, on voit l'évolution du coup sur la France. Et donc l'avancée des nuages. Donc ça va vous donner des indications aussi importantes sur où se trouvent les nuages. Est-ce que vous allez avoir des nuages qui vont vous passer dessus? Est-ce que vous allez avoir du coup potentiellement des grains? Enfin voilà. C'est très important de regarder cette carte aussi. Et cette carte aussi est extrêmement importante. Par exemple, si vous faites si vous allez dans l'Atlantique Sud. Si vous partez d'Europe et que vous allez dans l'Atlantique Sud, alors là on voit bien les dépressions, les fronts. On voit un petit peu... On peut deviner un peu les fronts là. On voit l'œil ici, l'œil de la dépression ici. On devine assez bien en regardant les cartes comme ça. Et on voit là, bah, par exemple là c'est le front chaud. Avec toute cette pluie, cette forte pluie qui arrive. Et bah, ces cartes là sont super importantes si vous allez dans l'Atlantique Sud. Parce que pour le passage du poteau noir, ça va vous donner des indications de où se trouvent un peu les grains. Où est-ce que vous pouvez passer, où est-ce qu'il ne faut pas passer. Pour essayer d'être le moins ralenti possible quoi. Donc c'est des cartes très très importantes si vous allez naviguer là-bas. Mais c'est des cartes très importantes de toute façon pour partout, hein. Vraiment partout. Une autre chose à connaître pour naviguer et pour choisir sa route, c'est les courants. Il faut mieux avoir le courant dans le dos que de face. Parce qu'un courant dans le dos, il va vous aider à avancer. Si vous avez le courant de face, il va vous ralentir. Et si vous l'avez de travers, il va vous décaler. Mais du coup... Bah on peut regarder sur le site Windy. Alors sur Windy, c'est vrai que je ne vous ai pas montré d'autres choses sur Windy, mais on peut aussi avoir la mer, l'état de la mer et tout. Enfin Windy c'est vraiment pas mal comme site aussi. Et donc bah là on va avoir les courants. Donc comme vous pouvez le voir ici, bah c'est classique. Alors plus c'est violet, plus c'est fort. Voilà.
Ici c'est classique, il y a du courant fort au niveau du rat blanchard, c'est normal. Alors que vous voyez là on est un peu à la renverse à ce niveau là, au niveau du rat de sein, donc du coup c'est pas fort. Par contre si à un moment donné, je reviens comme ça, voilà. Là par exemple ici au rat de sein c'est fort, et là bah c'est fort aussi au rat blanchard. Mais voilà, du coup avec ça vous pouvez avoir l'évolution. Et donc bah choisir votre route. Alors si vous naviguez en Manche, dans tous les cas vous avez 6 heures d'un côté, 6 heures de l'autre, vous n'y échapperez pas. Par contre si vous naviguez plus au large, bah il y a moyen de choisir sa route aussi en fonction de ça. Bon, c'est compliqué mais vous pouvez essayer quand même de choisir un peu votre route en fonction de ça. Sachant que le courant aussi influe sur l'état de la mer, bien évidemment. Si vous avez un courant qui est contre le vent, vous pouvez avoir une mer qui va être plus désordonnée que si vous avez un courant avec le vent. Voilà. Et donc grâce à ça vous avez les courants. Alors là c'est vraiment un moyen simple d'avoir les courants. Il y a des choses un peu plus compliquées. Par exemple vous pouvez l'avoir aussi si vous naviguez à l'ancienne. Parce que là je vous montre des techniques. Là je vous montre d'abord la technique pour naviguer entre guillemets à l'ancienne. C'est-à-dire que même quand vous naviguez en fait en moderne, vous pouvez regarder cette méthode là avant, mais vous allez le retrouver tout ça sinon sur votre logiciel de routage. Mais si vous naviguez à l'ancienne, bah vous allez pouvoir regarder toutes ces données là. Et vous avez ces données là aussi, vous allez pouvoir, surtout les données courantes, vous allez pouvoir les avoir aussi dans ce qu'on appelle le bloc marine. Alors ça c'est si vous naviguez en France, mais dans d'autres zones vous pouvez l'avoir avec des cartes. Hein. Mais sinon en France vous allez avoir le bloc marine. Et ça va vous donner une force de courant par rapport au coefficient de marée. Et par rapport à un port référence. Par exemple, on va imaginer qu'on navigue à pas à Saint-Malo, on va prendre Roscoff. Bah, le port de référence ça va être Brest. Donc les cartes vont être par rapport à la marée à Brest. Et donc à ce moment-là, vous allez avoir plus loin dans les pages un différentiel. Ça va vous dire que bah, la pleine mer à Roscoff, je vais dire une bêtise, elle intervient, je sais pas, 2 heures après la pleine mer à Brest. Et donc là, il va falloir faire le calcul pour savoir, vous, à quel niveau vous êtes de la marée, quoi. Enfin voilà. Sachant que du coup, je vous ai parlé des coefficients de marée. Les coefficients de marée, ça va être de 20 à 120. Et à partir de... En dessous de 75, c'est des mortes eaux. Au-dessus de 75, c'est des vives eaux. Mortes eaux, c'est les petits coefficients. Vives eaux, c'est les gros coefficients. Voilà. Sachant que 120, j'ai jamais eu, j'ai eu jusqu'à 119. Moi, le max que j'ai pris, c'est 119. Je me suis échoué avec un 7.5 dans l'entrée du port du Havre. Voilà. Enfin, j'ai touché avec la quille d'un 7.5 dans l'entrée du port du Havre. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour vous dire à quel point c'est fort. C'est assez fort. Alors que le port du Havre, c'est un port en eau profonde. Hein. Donc, bon. Mais voilà, grâce à ça, vous avez... Si vous voulez pas vous embêter à regarder sur des bouquins, si vous avez une connexion internet à bord du bateau, je crois que maintenant avec certains systèmes comme Starlink par exemple, c'est plus facile d'avoir internet sur un bateau. Bah vous pouvez regarder ces cartes là, ça va vous donner une indication sur les courants qui changent du coup tout le temps dans la Manche. Au large c'est un peu plus régulier. Ça peut changer mais c'est un peu plus régulier. Ici en Manche c'est un peu plus régulier, ça va souvent dans le même sens quoi. Ça fait pas d'inversion tout le temps. Si on regarde un petit peu sur la longueur, vous voyez qu'on a des petites différences. Ça part un peu plus vers l'ouest ou tout ça, mais c'est quand même relativement régulier quoi. On a des zones avec un peu moins de courant et tout, mais c'est quand même assez relativement régulier. Alors que là, on a des inversions à 90 tout le temps. C'est-à-dire que 6 heures dans un sens, 6 heures dans l'autre. 6 heures dans un sens, 6 heures dans l'autre. Et là, on voit d'ailleurs la zone de confrontation. Si on regarde bien, on voit la zone. La marée commence à remonter. Là, elle continue à descendre. Là, ça commence à monter. Et voilà, là, ça monte. Et là, ça commence à redescendre. J'explique, moi, pour dire aux gens, quand je suis en cours, je dis aux gens, la Manche, à marée descendante, la Manche se vide dans l'Atlantique. Donc, le courant part comme ça. Et à marée montante, l'Atlantique remplit la Manche. Donc, le courant va comme ça. Pas compliqué. En Manche, c'est vraiment pas compliqué. Il y a des endroits un peu plus complexes, genre par ici. Vous avez des courants qui partent un peu. Bah, vous avez des îles, donc les courants, ils contournent les îles. Enfin, et il y a plein de choses joyeuses. Il y a plein de joyeuseté. Mais voilà. Sinon, c'est relativement simple en Manche. Et c'est quelque chose vraiment à prendre en compte pour faire votre route. Sachant que, comme je l'ai dit,
si le vent et le courant sont inversés, vous allez avoir une mer qui risque d'être vraiment dégueulasse. Donc vraiment quelque chose de très important. Et donc une fois qu'on a toutes ces infos, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un routage. Alors le routage, on va retélécharger les infos qu'on a vues. Là c'est vraiment la solution, pour moi la plus efficace. C'est là où vous allez pouvoir aller le plus vite, faire la meilleure route possible. Et donc moi je me sers personnellement pour faire mes calculs, chercher ma météo. Je vais sur le logiciel Squid. Alors on peut faire des routages sur Squid, mais je vais vous montrer un logiciel un peu plus simple. Squid, c'est bien, mais c'est un peu plus complexe. Là, on va télécharger du coup le grid pour la sélection. Donc là, je vais prendre les vents sur 16 jours, GFS 25. Alors on peut avoir on a plusieurs fichiers. On peut avoir des fichiers plus petits, mais par contre là, voilà. Derrière, c'est payant. Derrière, c'est payant. Il y a les fichiers plus précis sont payants, malheureusement. Donc là, on va télécharger un GFS 25. Donc on va télécharger le fichier grid. Malheureusement, pareil, les courants et tout, c'est payant. Donc, la technique, moi, que je préconise quand c'est comme ça, c'est que de toute façon, comme je vais vous le dire, un routage, c'est une indication. C'est pas quelque chose à suivre au millimètre, quoi. C'est une indication. Après, c'est vous, votre libre arbitre. C'est à vous de décider si vous allez vraiment suivre le routage ou pas, quoi. Et donc moi, comme logiciel de routage, j'utilise QTVLM. Alors QTVLM, techniquement, on peut aussi télécharger de la météo en prenant ici, en faisant ça, et on peut après derrière charger GribZgrib. Sauf que c'est de la météo à un peu moins longue distance. Moi, j'aime bien avoir de la météo sur 16 jours. Donc avec ma solution sur Squid, vous pouvez avoir de la météo sur 16 jours. Et c'est plutôt pas mal. Je trouve ça mieux, perso. Après, voilà, certains vous diront que ça sert pas à grand chose. Moi, j'aime bien avoir la météo sur 7 jours, ça donne une idée. Je dis bien, ça donne une idée, c'est pas une vérité absolue. Donc voilà, je viens de charger le grip du coup que j'avais téléchargé sur Squid. Je viens de le mettre du coup sur QTVLM. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc là, ça nous donne les informations pratiques. Donc les dates du grip. Donc c'est du 6/03/2024. Donc aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, à 6h au 22/03/2024 à 6h. Donc c'est des heures UTC. Donc on fait OK. Donc là on a notre fichier météo actuel pour faire notre météo. Théoriquement on peut mettre plusieurs, si je vous montre, grib. Donc là j'ai fait ça. Mais je peux en mettre jusqu'à 3. Et donc du coup ça va prendre en fonction des gribs. Par exemple, vous allez prendre un grib à 6 jours très précis. Et après, vous allez avoir votre grib un peu moins précis avec des mailles un peu plus larges. Parce qu'en fait, du coup, là, ce que vous voyez tout à l'heure, quand je disais 25, en fait, c'est juste que les carrés, ici, c'est des carrés de 25 km, en fait. Grosso modo. Et, en fait, plus vous allez réduire, plus vous allez justement pouvoir voir ce dont je parlais tout à l'heure, c'est les effets de site. Plus vous allez avoir une maille petite, plus vous allez pouvoir voir les effets de site. Même sur les fichiers comme ça. Donc ça permet de prédire aussi. Ça permet vraiment de prédire. Mais là j'ai une maille de 25 km puisque, comme je vous ai dit, les mailles plus petites sont payantes malheureusement. Mais donc du coup si vous mettez une maille petite au départ, puis ensuite vous mettez une maille un peu plus grosse pour le plus loin, en fait ça va tout de suite faire le rapprochement entre les deux. Donc des fois vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle une cassure entre... à un moment sur votre routage vous allez avoir une cassure qui correspond en fait au passage d'un grib à l'autre quoi. Mais voilà, vous pouvez télécharger jusqu'à 3 gribs. Et du coup, vous pouvez aussi ajouter les courants. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un routage pour une des prochaines grandes courses qui va avoir lieu. Donc, The Transat. Donc, on va pas utiliser un parcours. Par contre, on va pas router depuis le bateau. On va partir, du coup, de Brest. Et on va aller vers Boston. Voilà. Chose que je ne vais pas montrer. Attendez, avant de vous montrer ça... Je vais vous montrer du coup paramètres du bateau. Pour faire un routage, il nous faut ce qu'on appelle des polaires. Donc les polaires, là par exemple j'ai les polaires de l'IMOCA de Sailaway. Voilà. Mais vous avez plein de polaires. Alors là moi c'est les polaires que j'ai. Mais derrière, non, il y a les polaires aussi du jeu de base, enfin du logiciel de base. Sachant que QTVLM, pour vous dire, de base c'était un logiciel qui servait
que pour la voile virtuelle, mais vous pouvez vous en servir aussi en réel, puisque bah, comme je dis, vous pouvez mettre les courants, vous pouvez tout mettre. Donc ça peut servir aussi en réel. Et ce qui est bien, c'est que par rapport à d'autres, il est totalement enfin, totalement. Les cartes sont payantes, mais sinon il est quand même pas mal gratuit, quoi. Donc ça peut déjà pas mal aider, quoi. Et après, une fois que vous avez acheté les cartes une fois, normalement, vous avez pour un moment, quoi. Sauf si vous voulez vraiment tout le temps actualiser, quoi. Mais sinon, normalement, vous avez pour longtemps. Donc là, on a pris l'Imoca de Sailway. Vous pouvez bouger un peu vos polaires. Donc, l'efficacité au près, est-ce que vous pensez que vous allez être à fond ou pas? Là, par exemple, on va mettre 100%. Enfin, voilà, en fonction de ce que vous savez, de votre état, de la navigation de nuit aussi. Est-ce que vous pensez être à 100% en nuit, de nuit ou pas? Là, je vais tout remettre à 100%, mais est-ce que vous pensez être à 100% de nuit? Est-ce que... Enfin, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Ça, c'est en fonction de votre connaissance, de ce que vous savez sur votre bateau, de ce que vous avez pu remarquer. C'est de l'expérience, quoi. C'est juste de l'expérience. Donc là, je fais OK. Donc là, on est bon, on a nos polaires. Et donc, je vais faire mon routage, tout simplement. Alors, comme je le disais, par contre, un routage, c'est pas une vérité absolue. C'est pas parce que le routage vous dit de foncer droit dans une dépression à 60 nœuds. D'ailleurs, on peut aussi choisir une force de vent maximum. Si on regarde dans les options avancées, je crois. Enfin, il y a une option quelque part. C'est dans les options tout court. Il y a un endroit où normalement vous pouvez choisir une force de vent maximum, une force de vent minimum. Vous pouvez même choisir en fait de dire bah à partir de telle force de vent je vais mettre le moteur, enfin ainsi de suite. Il y a pas mal de possibilités. Et donc bah là on va prendre, donc on va partir de maintenant et on va faire un routage vers Boston. Voilà, et voilà ce que ça va donner. Voilà, donc là c'est en train de me calculer une route à travers l'océan Atlantique. Donc là comme je dis j'ai pas les courants, mais si vous avez moyen d'acheter les routages, enfin d'acheter les fichiers, enfin d'avoir l'abonnement pour voir les fichiers avec les courants, clairement prenez-le. Clairement prenez-le, comme ça vous allez pouvoir le mettre avec. Et vous allez pouvoir... donc là vous aurez courant et vent en même temps. Et ça va vous permettre de faire une route plus efficace. Donc là on voit que le routage est en train de se faire. Donc voilà, là il nous fait la route vers l'arrivée. Alors là il cherche un peu le chemin quand même, parce qu'il y a des îles dans le coin. Alors là on va avoir un très beau cas d'étude. S'il reste comme ça, on va avoir un très beau cas d'étude de ce qu'il faut... Du fait qu'il faut faire très attention au routage. Parce que c'est pas du tout une vérité absolue. S'il nous laisse comme ça, on a clairement un beau cas d'étude sur le fait que le routage n'est pas tout le temps à suivre au millimètre, quoi. Et que l'intelligence humaine... Et je vais pouvoir vous montrer d'ailleurs une technique pour lui dire non, ça je trouve que c'est pas bon. Donc là on nous dit que ça nous ferait une traversée en 8 jours, 14 heures, enfin voilà. Ça c'est pas... Ça peut être important mais ça change tout le temps donc c'est pas... Voilà, c'est compliqué. Donc on fait OK. Donc là on va simplifier un petit peu la route. Et on se retrouve une fois que la route est terminée. Donc voilà, le routage est fini. On a fait une simplification et une optimisation. Donc vous voyez qu'on a gagné un tout petit peu de temps, mais bon, c'est pas grand chose. Et donc voilà le routage actuel. Le routage donné. Et donc on peut faire défiler. On va faire défiler par pas de 6 heures. Et donc bah, on peut voir en fait l'évolution de la météo. Alors on peut voir que là on a... au début on a un peu de portant et après on passerait au près. Donc là, la particularité de cette transat, c'est qu'on va contre les systèmes. Il y a une autre stratégie qui peut être de passer par le sud de l'anticyclone, mais il faut un bateau très rapide pour le faire. Et donc voilà, là on a du près, on passe dans la dépression. On a beaucoup de près, hein, c'est normal. Et donc bah oui, on a le cycle jour-nuit. On va mettre un pas de 2 heures pour avancer un peu moins vite. Voilà, un petit peu de portant. Et alors c'est là que... Pour moi, il y a un cas d'école du...
faut pas tout le temps suivre ce que nous dit le routage. Pour moi, l'idée d'aller se mettre là-haut, proche des côtes, c'est... Ouais, ok, on reste dans du vent fort. On reste dans du vent fort, mais c'est un peu compliqué, quoi. Donc, quand il y a ça, alors là, après, on voit qu'on reprendrait du vent et on arriverait du coup à Boston avec du vent faible. Avant une nouvelle... ouais, petit vent. Un petit vent en arrivant à Boston. On peut... On a vu changer des choses. Là, moi, je trouve que là, c'est un peu chaud de monter aussi haut ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une barrière. Donc, on a un petit outil, normalement, pour créer des barrières. Donc, voilà, c'est une nouvelle barrière. Donc là, ENS barrière, on s'en fiche. Et donc, on va créer une barrière d'ici. Par exemple, d'ici à ici, ça va bloquer toute la... Ça va bloquer tout le passage ici. Donc là, normalement, le routage ne pourra pas passer là. Et du coup, on va pouvoir relancer un nouveau routage. Qu'on va mettre d'une autre couleur. Donc là, on avait un routage en bleu. Alors, je le mets en plus gros pour qu'on le voit bien. On va le mettre en noir, comme ça, on le verra très bien. Et donc, bah, je relance un routage. Et donc là... Moi, je trouvais que la technique de passer là-haut, c'était pas l'idéal. Donc là, normalement, il va soit il va venir se coller à la barrière, soit il va nous trouver une autre route. Comme je disais, on peut avoir une route qui passe par le sud. Et ensuite, en fait, une fois qu'on a nos routages, bah derrière, on réutilise nos cartes de courant et on peut essayer de comparer. On voit que ça part on part un peu comme ça. On voit que bah, dans la règle générale, on va avoir des courants un peu de nord, puis ensuite des courants un peu... bah, on va avoir du courant de face, quoi. Ce qui est logique en traversant dans ce sens-là. De toute façon, dans ce sens-là, on sait que ça traverse... les courants sont souvent de face. Là, on voit très bien un fort courant qui traverse. Donc on sait que là, il ne faudra pas aller naviguer par là, par exemple. On sait que ça va falloir l'éviter. Ou alors, si on veut y aller, il faut traverser au sud... Et ensuite remonter et se servir de ce courant là. Sauf que là on a un courant qui part comme ça. Donc c'est du... Si vous n'avez pas les courants directement sur votre routage, après c'est de l'ajustement par rapport à ça. Si vous avez les courants directement avec votre routage, le routage va directement prendre en compte les courants et va pas vous emmener normalement dans des zones où il y a du courant de face, quoi. Alors là il continue à calculer. Et donc vous voyez que là, la route, elle a totalement changé. La route, elle est un peu plus sud. Alors, on passe dans des zones avec un peu de molle. On a vu qu'il y avait un peu de molle, mais... La route a un petit peu changé. On s'enferme moins. Moi, je préfère une route comme ça, où on va se laisser plus d'options, qu'une route où on va aller s'enfermer dans un coin et qui peut être dangereux, quoi. Et donc, voilà. On a un 8 jours, 14 heures. On perd pas grand chose en plus. Donc clairement, pour moi, c'est bénéfique. Voilà. Et après, bon, on peut refaire une simplification, une optimisation. Donc voilà, là, on met en optimum. Et donc voilà, ça nous refait un routage. Mais en tout cas, voilà comment on fait un routage sur QTVLM. Et donc, bah, comment on fait un routage tout court. Je vais vous montrer un dernier petit truc juste après, une fois que le routage sera terminé. Je vous montre un dernier petit truc. Alors j'ai relancé le même routage juste pour vous montrer un petit truc qui est intéressant. C'est ces traits ici. Ces traits ici, ça va vous donner aussi une possibilité de vous router. Alors l'idée c'est quand même d'être le plus proche possible du routage de base. Mais en essayant potentiellement de faire des petites optimisations. Par exemple, ici on voit que le routage... Le plus loin où on peut aller au départ de depuis notre départ, ce serait à peu près ici, quoi. Donc on peut faire un autre routage en mettant un point ici. Alors déjà il nous trace déjà la nouvelle route. Il nous trace déjà une nouvelle route en fonction.
Donc vous prenez à peu près, vous prenez ce que vous voulez, hein, la distance que vous voulez, sur plus ou moins longue. Et là par exemple on va venir là. Et on voit que bah clairement la route, là où on peut aller plus loin c'est ici. Donc bah je vais prendre ici, je vais dire ici. Et je vais dire éditer, non pas éditer le routage. Je vais dire que je veux faire une route, nouvelle marque. Je vais mettre, on va l'appeler 2, valider. Et donc bah, je vais lancer un nouveau routage. Et ça va me donner un plus petit segment, donc avec en plus de détails sur la route. Donc je vais prendre ça, ok. Ça va me donner plus de détails sur la route. Et potentiellement je vais aller un tout petit peu plus loin. Alors faut essayer de pas trop s'écarter non plus de la route de base, hein. Là par exemple ça me donne sur 11 heures. Un routage sur 11 heures c'est pas mal, ça nous donne encore un petit peu plus de détails. Donc ça détaille un tout petit peu plus la route, on va un tout petit peu plus loin. Mais alors par contre faut pas dire bah ouais mais là du coup je vais aller un peu plus loin par là, donc bah je vais m'écarter de très loin de mon routage. Non, non, pas quand même. Mais on peut optimiser un petit peu en faisant ça. Voilà, c'est des petites optimisations. Et des fois ces toutes petites optimisations peuvent vous permettre bah, d'aller soit un peu plus vite si vous êtes juste en croisière, soit bah, de gagner des courses tout simplement. Donc voilà, c'est la dernière petite chose qui vous permettra d'aller un tout petit peu plus vite et de bien choisir votre route. Voilà. Et bien évidemment, on a aussi l'état. Alors, je vous ai dit qu'on regardait le courant. On peut aussi normalement rentrer l'état de la mer et donc après regarder en fonction de l'état de la mer qu'on va voir sur la carte. Est-ce que notre routage nous emmène dans une mer forte? Normalement, on peut aussi limiter la hauteur des vagues qu'on veut affronter. Donc pareil, ça le jeu va le logiciel va le prendre en compte. Donc au moment de faire le routage. Mais voilà, après en fonction, on regarde où est-ce que nous fait passer le routage. S'il nous fait passer dans de la mer forte, on décide est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. S'il nous fait passer dans du vent très fort, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Enfin voilà, il y a après, voilà, le routage c'est une idée. Derrière, tout est possible. On peut choisir de partir. Si on imagine qu'il y a une route, imaginons que la route est un peu différente et qu'on avait une deuxième option qui passerait par là. Aucun routage nous le donne. Mais toi, en regardant, t'es convaincu que tu peux passer par le sud et passer sous l'anticyclone. C'est là, clairement, il n'y a pas d'option. Là, ce que moi je vois, c'est qu'il n'y a aucune option vers le sud. Mais imaginons qu'il y avait une option vers le sud et une option vers le nord. Et que le jeu au début te dit... Enfin, le logiciel au début te dit que l'option vers le nord est plus rapide. Mais que toi, en regardant, tu vois que... Bon, il y a... Parce que lui, il va te dire... Si l'option nord est 10 minutes plus rapide au départ, il va te dire... Prends l'option nord. Et il va pas te proposer l'option sud. Mais 10 minutes, c'est rien. Même 1 heure, c'est rien. Donc... Et sur des malentendus, ça peut passer au sud. Donc, c'est toujours... Derrière, faut réanalyser les choses, quoi. Des fois, donc faut essayer de forcer, comme on a fait là. Faut essayer de forcer en mettant des barrières de place en place. Et dire, bah non, je voudrais qu'il passe par là. Et là, il va calculer la route. Et il va te donner un temps d'arrivée. Par exemple, 10 minutes plus tard. Ou 20 minutes plus tard. Tu peux te dire, parce que là, si tu passes par là, par exemple, tu sais que bah, tu vas avoir du vent portant. Que tu vas avoir normalement de la mer un peu moins forte. Potentiellement, tu peux choper des courants portants aussi par là. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'aider. Donc voilà, on a vu de toute façon sur la dernière The Transat que les ultimes étaient passés au sud. C'est pas pour rien, parce qu'en fait les vents sont portants, alors que je pense que les routages de base leur disaient énorme, mais ils sont passés au sud parce que les vents sont portants, la mer est moins forte, enfin voilà, il y a beaucoup d'avantages. Donc voilà, c'est toujours, comme je disais, faut choisir en son âme et conscience, il faut arriver à sélectionner et à analyser les choses. Voilà, il ne faut pas suivre le routage bêtement, mais il faut sélectionner et analyser les choses pour pouvoir faire la route la plus efficiente et la plus rapide possible. Voilà. Et donc pour revenir sur la question de base, pourquoi les voiliers ne vont pas tout droit d'un point A à un point B? Tout simplement parce qu'ils doivent faire en fonction de l'état du vent, de la mer, des courants, de plein de facteurs dont on a parlé dans cette vidéo. Et du coup, la route la plus courte n'est pas la plus rapide, n'est pas forcément la plus rapide. On a déjà vu des records surtout où ça allait en les rectilignes, notamment le record de la traversée de l'Atlantique Nord pour Pascal Grégory en 2009,
où il a mis 3 jours 15 heures en équipage pour traverser l'Atlantique Nord, la trajectoire est relativement rectiligne, mais en règle générale, la trajectoire rectiligne n'est pas la plus rapide, puisqu'il faut faire en fonction du vent et du courant et de l'état de la mer. Et aussi, une dernière chose, c'est que quand le vent est de face, le bateau ne peut pas avancer. On ne peut pas remonter totalement face au vent. C'est un angle d'environ 35 degrés, voire 30 degrés pour les meilleurs bateaux. Et pour les bateaux un peu moins bons, c'est encore pire. Ça s'écarte encore plus. Donc dès qu'on a du vent de face, il faut faire ce qu'on appelle tirer des bords. On remonte au près d'un côté, puis on vire de bord. Donc on passe face au vent et on repart de l'autre. Et ainsi de suite. Ça ajoute à l'effet dents de scie des trajectoires. Voilà. Voilà pourquoi un voilier ne peut pas aller tout droit d'un point A. Enfin, pourquoi un voilier ne va pas tout droit d'un point A à un point B. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou pour un live sur Twitch ou sur ma chaîne principale. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.